Salam alaikum, Azul, bonsoir, Sahar Mdankum. Cet autre assassinat politique d'un opposant algérien montre à l'évidence que rien n'a encore changé dans la nature profonde du régime. Oui, il est bien question d'un assassinat politique que celui de Kamel Din Fakhar, Rabbi Yarhamou, cet infatigable militant pour la cause de sa communauté, de sa culture, de sa langue, de son droit à revendiquer la renaissance du rite ibadite, des particularismes de la vallée du Mzab, à plus forte raison que la communauté mouzabite en elle-même est une immense richesse patrimoniale de tout le Maghreb, voire même de toute l'humanité. Mais le docteur Kamel Din Fakhar ne revendiquait pas que ces particularismes, ceux de sa communauté. Il se battait aussi pour l'avènement de la démocratie, d'une vraie démocratie en Algérie. Le docteur Kamel Din Fakhar est mort des suites d'une énième, de l'ultime grève de la faim. Le docteur Fakhar est mort ce matin à l'hôpital de Blida, où il avait été évacué. Trop tard, bien sûr, après une grève de la faim qui a duré 53 jours. 53 jours. Une grève de la faim qu'il avait entamée pour protester contre une énième incarcération illégale, injuste et en violation de toutes les règles du droit. Une arrestation et une incarcération qui n'avaient aucune raison d'être, puisque Fakhar présentait toutes les conditions de présentation. Pourtant, cette grève de la faim qui allait lui coûter la vie n'a pas suscité le plus petit intérêt de la part des autorités et encore moins d'une justice aux ordres qui n'ont pas estimé l'un et l'autre utile de faire juste appliquer la loi. Kamel Din Fakhar gênait un peu tout le monde et détonnait un peu dans le monde des droits de l'homme et du militantisme identitaire parce que les citoyens algériens du Mzab ont de tout temps privilégié le dialogue patient, même face à des brutes, à des despotes. À la revendication radicale et jusqu'au boutiste, malgré l'oppression et le déni qu'ils ont toujours subi, les Mouzabites ont choisi de sauvegarder leur culture et leur identité millénaire en se repliant sur eux-mêmes, même si leur engagement dans la vie du pays, tout particulièrement dans celle économique, n'a jamais failli. Bien au contraire. Les Mouzabites sont une communauté particulièrement laborieuse, sobre, pétrie des plus vieilles valeurs d'un islam paisible. Ils sont berbères et très attachés à leur berbérité, mais ils sont la communauté la plus arabisée du pays et à un niveau très élevé. Leur attachement à leur particularisme, les persécutions qu'ils ont subies tout au long de leur histoire, les ont naturellement conduits à vivre dans une sorte d'autarcie positive, dont le souci principal est de préserver leur authenticité, leur mode de vie ancestral. Et ils n'ont même pas tenté, malgré l'injustice systémique qui les frappe, à exiger la reconnaissance pleine et entière de leur rite, qui a été pourtant le principal rite du Maghreb central avant que le sunnisme ne s'y érige en tradition exclusive. Mais les Mouzabites étaient devenus, au fil du temps et de la manipulation, un terrain favorable, un véritable laboratoire pour des manipulations en tout genre. Le militantisme montant des jeunes Mouzabites, qui ne voulaient plus servir de victimes expiatoires à un système mortifère, allait attirer sur eux l'attention des spin doctors de la subversion. Un complot fut aussitôt ourdi, qui provoqua un grave conflit entre les berbères mozzabites
avec leurs voisins de tribus arabes. Et ce fut là l'exacte réplique de la plus vieille méthode politique du monde, diviser pour régner. Monter les uns contre les autres, aviver les haines de la discorde qui pouvaient surgir entre eux pour leur faire oublier leurs revendications les plus légitimes, les plus naturelles. Et la méthode fit son œuvre. Couplée à de vieilles rancœurs ancestrales entre les communautés dont les modes de vie étaient très différents, dont les rites religieux n'étaient pas les mêmes, la subversion allait provoquer un véritable conflit civil régional qui entraîna des morts, des arrestations, des dévastations et d'immenses tragédies. Le but des manipulateurs était atteint. Ces deux communautés sahariennes qui vivaient au-dessus de la principale richesse du pays et qui en jouissaient si peu allaient oublier toutes leurs vraies aspirations, leurs vraies revendications, y compris culturelles, y compris identitaires, pour ne plus s'occuper qu'à se haïr l'une l'autre, et ainsi à faire le jeu d'un régime qui jouait désormais sur le velours, se contentant de souffler sur les braises de la détestation et de la vindicte. Kemal el-Din Fakhar Birahmou fut de ceux-là qui refusaient d'abdiquer leur rêve de voir leur communauté vivre libre, fière et heureuse. Il l'a payé de sa vie. Il n'assistera pas au jour tant attendu de la libération de son pays, toute l'Algérie. Mais il figurera sur le mémorial de tous ceux qui ont donné leur vie à ce pays, qui ont refusé de vivre dans l'indignité et sous les rangers de la mafiocratie. Kemal el-Din Fakhar est rentré dans l'histoire de son pays par sa plus grande porte, celle de la dignité et de la fierté d'être un homme libre et qui ne fait pas la petite comptabilité de ses petits militantismes, puisque c'est sa vie qu'il a donnée à son peuple. Le docteur Kemal el-Din Fakhar est mort ce matin à l'hôpital de Blida après y avoir été évacué depuis la prison où il est croupissé sur l'ordre du régime, après une grève de la faim qui a duré 53 jours, période pendant laquelle de très nombreux autres acteurs ont attiré l'attention du régime sur le risque de décès, le risque de mort de Kemal el-Din Fakhar. Nous allons en parler.
Et avec nous, donc, pour en parler ici sur le plateau, Mohamed Dabbouze, militant pour la démocratie, qui a très bien connu le défunt. Mohamed Dabbouze, marhaba bik. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir Kamal. Hassan Hirish, analyste politique et néanmoins ami de Kamal Din Fakhar, qui est avec nous aussi. Merci d'être avec nous, Hassan. Merci pour l'invitation. Alors, nous aurons au téléphone avec nous Fatih Titouche, militant politique. Nous aurons Saleh Dabbouze, avocat. Sassi Balgat, enseignant économiste, enseignant-chercheur à l'université de Mostaganem. Messoud Boudiba, porte-parole du CNAPEST. Yamina Mghraoui, présidente du comité des femmes du SNAPAP, puisque nous parlerons aussi de la situation actuelle, de ce qui prévaut en ce moment, et des tractations du régime qui tente de s'accrocher vaille que vaille et coûte que coûte. Mohamed Dabbouze, Kamal Din Fakhar est mort ce matin à Blida. Oui, ce matin, on a reçu cette information qui nous a choqués. Donc il est décédé ce matin à Blida. Moi, je dirais que Kamal Din Fakhar a été assassiné par des noms que je vais citer d'ailleurs. Je vais citer quelques-uns parce qu'ils sont nombreux. Vous permettez, la famille, سنينيغ باللي كمال الدين فخار تغدي واتنا كاع سماشين لا السولي غادا نغدا ديك نشرا كاع ولا دا اول شيء ما ولا اللي خصي يدي فضي وحدي لا بوكله ترشي جيبسي مسح معليش انت الكوراج السوانسي ولا نساوز كمال الدين فخار يموت زديغو لومينغ باللي يموت طلب ربي باش كاسيوش الصبر يتمطط تمجارو تيزوات خزرت السبيطار تخزرت مني الكوما الحالتي توفي تديس ربي ان شاء الله الصبر طرواس نطورو لنا نخزر لي فوتو يبي يسمس لي فاكونسي زوال لتونس زدغات مع طرواس نخزر لا فوتو تسنش نتبدا لا فاميس كاع سماشي لان ديمدو تشالس دونك جو بريزونت مي كوندوليونس à sa femme, à ses enfants, à sa famille, à ses amis. Il a laissé combien d'enfants? Je ne sais pas, il a combien d'enfants? De toute façon, trois enfants. Il a de petits-enfants. Il a de petits-enfants, donc il a, je pense, une fille ou deux mariées, il a de petits-enfants. Ah, il a des enfants mariés. Oui, je pense qu'il a deux ou trois petits-enfants, et il a je ne sais pas combien. Oui, on a vu des petits-enfants pleurer sur les réseaux sociaux, je crois que ce sont ses petits-enfants. Il a ses enfants et ses petits-enfants. D'ailleurs, pendant son arrestation le 31 mars, il a été arrêté avec deux de ses enfants, âgés de 8 ans et 12 ans, ce qui est révoltant, mais vraiment révoltant. Une arrestation de 2 enfants pendant 2 heures par des policiers. Personne, à part son avocat, à part quelques sympathisants. Il a été arrêté où, au juste? Je pense à la sortie de son travail, je pense à la sortie de la clinique. Il s'apprêtait à aller avec ses enfants pour faire des courses, ses 2 enfants. Personne en Algérie, à part quelques militants. Dans quelle ville? Pardon, dans quelle ville il a été? À Tardeit, c'est là-bas qu'il travaille. Personne n'a condamné ce crime, l'arrestation des enfants. 8 ans et 12 ans, ils ont passé 2 heures avec leur père au commissariat de police. Je ne sais pas, j'ai pas de mots à qualifier ce crime. Bon, je reviens à Kamal Din Fakhar, donc. Pardon. Il oui. a été arrêté pourquoi? À la suite de l'émission d'une vidéo, nous dit-on. Enfin, ça, c'est des détails. Il a été arrêté pour ses opinions politiques. Non, mais les Algériens ont le droit de savoir. Oui, les Algériens. On ne peut pas dire que ce sont des détails. C'est passé réellement. Quand je vous dis c'est des détails, il a été arrêté parce qu'il n'y a pas que la vidéo, c'est-à-dire les dossiers, les détails du dossier lui-même. Judiciaire, je ne les connais pas, mais je sais que c'est suite à la vidéo qu'il avait postée, les commentaires qu'il faisait pendant le début du Hirak, il a été arrêté le 31 mars. Donc il a largement commenté ce qui s'est passé le 22 février. Il a commenté les décisions de justice sur sa page Facebook concernant Tishabet Nordin et Idriss Khayat qui ont été condamnés à 10 ans de prison.
Donc, à mon avis, c'est suite à tout ça qu'il a été arrêté. Maintenant, le petit détail dans son dossier, est-ce que c'est la vidéo, est-ce que c'est une déclaration, je ne sais pas, mais je pense que son avocat... oui, nous allons demander à Maître Salah Debouche qui est avec nous. Voilà, concernant... Hassan Hersh, donc voilà un autre assassinat politique, parce que c'est un assassinat, il ne faut pas essayer de fuir la responsabilité du mot. Ce n'est pas sa première grève de la faim. Lors d'une première incarcération, il avait mené une très longue grève de la faim, il a failli passer, il a failli mourir. Et c'est en droite ligne de l'assassinat de Mohamed Tamalt, ce journaliste qui est mort dans une prison algérienne à la suite d'une grève de la faim aussi. Et à la suite, nous dit-on, du refus des autorités pénitentiaires de lui donner du sucre pour que ses organes ne se détériorent pas. Qu'est-ce que vous en pensez D'abord, je suis particulièrement triste et je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, ses proches, à la communauté Mzab et à tous les Algériens qui militent, qui sont dans la rue, qui militent exactement pour les mêmes raisons que Kemal Eldin Frère, les mêmes raisons qui l'ont conduit à son sort absolument impossible, insupportable. C'est une situation épouvantable. Je suis donc triste et je suis très ému et en même temps je suis très en colère. Comme beaucoup d'Algériens qui vont le savoir au fur et à mesure seront aussi en colère, je pense que la mobilisation du vendredi prochain va prendre une autre tournure par rapport à cet assassinat. Je crois que Djamaldine, vous avez totalement bien résumé la situation dans votre introduction. Donc c'est particulièrement un grand scandale. Un grand scandale parce que la justice algérienne, finalement, peut s'acharner sur un individu, sur une communauté, peut s'acharner sur des Algériens, alors que, aussi bien son avocat que les militants des droits de l'homme qui connaissent Kemal Eldin Frère montrent bien, insistent bien sur le fait que le dossier judiciaire de Kemal Eldin Frère, médecin de son État, est totalement vide. C'est un dossier où il n'y a pas véritable... On ne sait pas pour quelle raison, en dehors d'un certain entêtement, acharnement judiciaire de personnes qu'on va, j'espère, nommer, à savoir en tout cas le procureur, le juge d'instruction, le commissaire de la ville, etc., qui, parce qu'ils sont couverts par les autorités du pouvoir central, font exactement ce qu'elles veulent là-bas. C'est-à-dire que c'est un terrain conquis. C'est-à-dire les méthodes coloniales, des institutions coloniales, sont reprises en copier-coller dans le Mzab. Bien sûr, dans tout le reste du pays. Mais là, particulièrement ces derniers temps, ces dernières années, c'est des institutions coloniales qui font un travail épouvantable dans cette région du Mzab et c'est totalement inacceptable. Et je crois que les Algériens ne vont pas l'accepter. Moi, je me permets de vous interrompre parce que personnellement, je n'accepte pas ce qualificatif de colonial. Pourquoi? Je m'explique. Hein. Oui. C'est votre droit, bien sûr. On parle entre amis. Mais colonial, ça voudrait dire qu'il représente un État qui viendrait coloniser un autre. Or, ce n'est pas le cas. C'est une mafia qui utilise des Algériens, qui utilise le peuple algérien lui-même, ses médias, ses relais sociaux, pour faire taire des communautés, les priver de leur identité, de leur culture. Mais dire que c'est colonial, je crois que c'est rejoindre un peu ces thèses. Il y a comme un relent séparatiste quelque part. Ça a peut-être besoin d'explications. Ouais. Oui. Je disais que tout simplement les institutions algériennes qui sévissent dans toute l'Algérie et particulièrement dans le Mzab, les institutions algériennes en place jusqu'à aujourd'hui 2019 sont la reproduction, copier-coller des institutions coloniales. Je ne parle pas des Algériens colons, je parle des institutions. J'y adhère totalement. Voilà. Ouais. Je parle des institutions qui sont totalement coloniales dans le sens... Qui adoptent des méthodes coloniales. Absolument. Ouais, les méthodes et les institutions. Et donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que la violence institutionnelle d'avant 62 s'est reproduite après 62. La preuve,
c'est que le peuple algérien est dans la rue. Il y a 20 millions d'Algériens, c'est-à-dire tous les adultes et même les enfants, et tous les Algériens confondus. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils disent non seulement Yitna Haouga, mais passer à une nouvelle république, passer à une autre institution, à d'autres institutions, à une nouvelle république, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, ils ne veulent plus de cette république algérienne qui est un copier-coller de ce que nous avons vécu avant l'indépendance. Mais ce n'est pas une république, Hassan. Ce n'est pas moi, je lui refuse cet honneur. C'est une mafiocratie qui avait main basse sur la force du peuple, sur son armée, sur sa police, sur sa justice, et qui, avec ses moyens du peuple lui-même, réprime le peuple lui-même. Jamel dit, on ne va pas passer notre temps à se contredire. Mais c'est important. Oui, c'est important. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est exactement la même chose. Les téléspectateurs risquent de croire que nous ne sommes pas d'accord, alors qu'on dit la même chose différemment. Absolument. Ce que je dis, c'est que ce qui est épouvantable, c'est qu'en 1956, quand à Ban Ramadan, dans la constitution de l'époque, c'est-à-dire la plateforme de la Souma, il disait primauté du civil sur le militaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça veut dire tout simplement que les institutions doivent être à la fois des institutions de la paix, parce que des institutions civiles, et non pas de la force brutale. Absolument. Or, en même temps, Jamal Din Kha, l'Assemblée nationale française votait les pleins droits, les pleins pouvoirs à l'armée. Et il y avait une espèce de concomitance entre le message, le testament d'Aban qui disait primauté du civil sur le militaire, et puis l'armée française qui avait les pleins pouvoirs parce que ça a été voté à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis que c'est un copier-coller des institutions coloniales et que nous reproduisons jusqu'à maintenant. Et donc... Moi, je vous ai corrigé sur le plan du principe, du concept, pour dire que ce sont des méthodes colonialistes. Pas seulement les méthodes, c'est les institutions. Ce n'est pas un colonialiste qui est en train de coloniser une partie du peuple. Moi, ce dont j'ai peur... Moi, je tenais à faire la précision. Je maintiens aussi. Je crois que on peut diverger sur les notions, mais toujours est-il que je maintiens que les institutions sont des institutions coloniales en copier-coller. Voilà ce que je dis. Et les mêmes méthodes, effectivement, pendant la colonisation, c'était quoi? Marginaliser le peuple, arrêter pour un oui ou pour un non, torturer, emprisonner, exclure, etc. Tout ça, c'était pendant la guerre de libération, pendant toute la période coloniale. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Assassinat politique, on l'a vu. Le dernier en date, c'est Kamel Din Kha. Mais on a vu aussi le journaliste Tamalt, on a vu des assassinats directs. Mohamed Boudiaf, président de la République. On a vu Ali Messili, Khider en Espagne. On a vu Karim Belkacem assassiné par la sécurité militaire. Un quart de million d'Algériens. J'en arrive. 30 000 gens enlevés de chez eux. J'en arrive. Pendant toute la période noire, 200 à 250 000 Algériens assassinés. En 2001, 128 jeunes, on a tiré derrière leur dos. Ils avaient les mains vides, etc. Donc, ce n'est pas des méthodes coloniales, ça, ce n'est pas des institutions... Les méthodes sont les méthodes. Oui, mais c'est des institutions coloniales en copier-coller. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est pour ça que je suis en colère, que le peuple algérien est en colère. Mais je comprends votre colère. Est en colère, et que ça, le peuple algérien qui est dans la rue veut que ça cesse. Pourquoi le peuple algérien veut qu'il y ait changement total des institutions, un changement radical, qu'on passe véritablement à une... De la mafiocratie à la République. À une vraie République avec de vrais représentants, et que dégage effectivement cette mafia qui est, comme on dit en arabe, Isaba, qui veut dire à la fois gang, pègre, tout ce qu'on veut. Mais c'est totalement épouvantable, inacceptable, c'est des bilans calamiteux auxquels on assiste. Et ce qui est encore insupportable, c'est le silence des pays qui se disent communauté internationale. Moi, je suis très en colère face à la France, à l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui un quarteron
qui s'autoproclame comme étant la conscience internationale et qui, pour un oui ou pour un non, s'élève contre les méthodes des États comme le Soudan, l'Iran, la Russie et le Venezuela, mais se taisent quand il s'agit de l'Algérie. Et vous faites bien de le préciser, parce que ces pays que le régime nous agite en épouvantail de la main étrangère, ces pays que le régime nous désigne comme étant ceux qui veulent détruire l'Algérie, en fait, ils ne détruisent jamais le régime, ils ne le dénoncent jamais, ni ne dénoncent ses crimes. Ils le soutiennent. Hassan, avant de donner la parole à Salah Debbouz, je voulais vous raconter une petite anecdote. Juste pour vous dire qu'on s'entend bien, vous et moi, qu'on est sur la même longueur d'onde, juste que parfois il est utile de préciser certains concepts. Dans les années 60, un Algérien est allé voir le chef de l'État de l'époque, je ne dirai pas lequel. Il lui a dit, Monsieur le Président, je voudrais vous faire une remarque très, très, très grave. Il a dit, oui, qu'est-ce que c'est? Il a dit, vous avez vu les guichets qu'il y a dans nos mairies, dans nos daïras, dans nos administrations? Est-ce que vous les avez vus? Il lui dit, oui, des guichets, comme tous les guichets. Il dit, non, monsieur, pas des guichets comme tous les guichets. Ces guichets-là, pour parler à l'employé, on est obligé de courber les chines, de se couper en deux. Ils ne sont pas à hauteur d'homme. On est obligé de faire ça, monsieur l'employé. Et inconsciemment, l'administré se met à genoux, quasiment se plie en deux, devant l'administrateur. Il lui a dit, ces guichets, la France coloniale les a conçus à cet effet, pour que des indigènes viennent s'agenouiller quasiment devant l'administrateur français. Mais nous, les guichets que nous construisons maintenant, après l'indépendance, ils sont toujours comme ça. Et c'est pas normal. Il faut construire des guichets à hauteur d'homme. Parce que ça, c'est une méthode colonialiste, subliminale, qui travaille les esprits et les cerveaux. Alors, qu'est-ce que lui a dit, M. le Président? Du moins, c'est une anecdote qu'on m'a racontée, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Elle est plausible. Il a dit, non, laissez les guichets comme ils sont. Parce ce président savait tout le poids qu'avait ce genre de méthode pour soumettre les peuples. Absolument. Et donc, voilà, donc on est dans la même configuration. Voilà. C'est pour ça que les Algériens qui sont dans la rue n'hésitent pas à qualifier le régime en place, justement, non seulement de mafia, de gang, etc. Comme ça l'a été, encore une fois, les gouverneurs de l'Algérie colonisée. C'est exactement la même chose. Et une autre colère, Djamaldine, c'est que le silence des Médecins sans frontières, le silence de la Fédération internationale des droits de l'homme, pour moi, est un silence complice. Pourquoi leur silence? Parce que précisément, ils veulent ménager la susceptibilité du pouvoir algérien, un pouvoir illégitime, un pouvoir qui n'a pas lieu d'être, un pouvoir qui s'est imposé par les armes. Et ça, maintenant, ça suffit. Hommage Kamel Din Fakhar, qui est mort pour que l'Algérie vive. Et je reviens à vous dans un instant. Salah Debbouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salah Debbouz, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, quand Mohamed Debbouz est rentré, c'est votre frère, je rappelle, et à vous-même, je lui ai présenté mes condoléances. J'ai eu l'impression de présenter mes condoléances à tous nos frères mozabites. Et j'en fais de même pour vous, qui étiez l'avocat, mais aussi l'ami de Kamel Din Fakhar. Alors, votre sentiment sur cet assassinat politique? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, chez Jamel? Sauf, ça fait 3 semaines que je fais des vidéos tous les vendredis pour dire que Fakhar, Kamel Din, Yaouf, Haj Brahim sont dans une salle carcérale à l'hôpital de Gherdaya. Très sale. Je voyais les insectes faire l'arbre. Et les déchets des médicaments sont jetés par terre. Aucun confort, ni télévision, ni poste, ni journal. Le pire que quand ils appellent le médecin, s'il arrive, il arrive après plusieurs heures, sachant que le pavillon carcéral se trouve juste en face de l'administration de l'hôpital de Tirichin à Gherdaya.
quand ils appellent le médecin, les gardiens leur disent écoutez, on est là pour vous garder, pas pour vous servir. Donc on ne peut pas appeler les médecins à votre service. Et quand ils voient qu'ils sont dans un état grave, ils font le geste quand même d'aller appeler les médecins qui arrivent, comme j'ai dit, à appeler plusieurs heures. J'ai attiré la sonnette d'alarme. J'ai dit que c'est grave, ils sont en train de mourir. Oui, Salah Dabbous, vous avez lancé, je le confirme, à plusieurs reprises, à travers plusieurs médias, une alerte et vous avez clairement dit que Kamaldeen Fakhar menaçait de mourir, qu'il risquait de mourir à chaque instant. Vous l'avez dit plusieurs fois. Oui. Je vous en prie. Je l'ai dit. Alors, le pire, c'est que quand des médecins viennent au chevet de Kamaldeen Fakhar, ils ne traitaient pas un patient, mais ils traitaient un prisonnier. Il y a un médecin qui est allé jusqu'à lui dire, quand Frère Kamaldeen voulait lui expliquer certaines choses, le médecin lui a dit « Ne me parle pas ». Et là, Frère était pris de colère et il s'était endormi tout de suite après. Il lui a dit « Je suis médecin au même titre que vous, je voudrais vous expliquer certaines choses ». L'autre médecin lui a dit « Non, ne me parle pas ». Alors, à la corporation médicale, je dis ce qui suit. Moi, je suis co-accusé avec Frère Kamaldeen dans le même dossier. Mais, Salah Dabbous, je me permets de vous interrompre. Ouais. C'est atroce ce que vous nous dites là. C'est incroyable, c'est inimaginable. Un médecin, le confrère de Kamaldeen Fakhar, qui était là pour le soigner, qui refuse d'écouter ses explications, j'allais dire, professionnel d'un confrère qui voulait mieux expliquer. Il lui dit « Ne me parle pas », comme si c'était l'ennemi à abattre. Vous n'avez pas porté plainte pour ça, Salah Dabbous, contre ce médecin? On va porter plainte contre la direction de l'hôpital et le corps médical et paramédical qui étaient là pour prendre soin de Frère pour non-assistance à personne en danger. D'abord parce que Frère me l'avait demandé avant de mourir, il m'avait donné tous les détails. Et ensuite, parce que sa famille insiste pour que je dépose cette plainte. Mais je vous fais rappeler que moi-même je suis soumis à un régime infernal. Je suis obligé de signer 3 fois par semaine un contrôle judiciaire chez le juge d'instruction de la première chambre à Ghardaya et de revenir à chaque fois à Alger pour travailler. Donc voilà dans quelles conditions on est mis par vengeance. C'est de la vengeance. Les juges que je vais nommer à la fin se vengent des militants et activistes de Ghardaya parce qu'on ne veut pas se taire. Parce qu'il y a trop de dépassements là-bas. Mais Salah Dabbous, comme tout, à travers toute l'Algérie. Voilà, on fait, pardon, justement. Attendez, je vous explique quelque chose. Allez-y. Moi, je critique toute l'Algérie. Je l'ai dit au juge d'instruction qui voulait m'entendre à la première présentation. Je lui dis, je ne déclare rien. Mais quand il voulait comprendre, c'est-à-dire pas officiellement, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, moi, je lui ai dit, Fommi Msharrak. Je ne me tairai jamais. Que je sois dehors, que vous me mettez dans la prison, je continuerai à parler. Et j'ai dit à un confrère, même si on me tue, s'il y a un moyen que je me présente en fantôme, je continuerai à faire ce que j'ai fait en fantôme, parce que les atteintes aux droits de l'homme sont très graves. Je fais des déclarations à travers toute l'Algérie. Pourquoi il n'y a que le juge d'instruction et le procureur général de Ghardaya qui engagent des poursuites contre moi? J'ai critiqué Bouteflika, Gaïd Saleh, Toufik, Tartag, des walis, des ministres, j'ai fait des déclarations partout. Pourquoi il n'y a que le procureur général de Ghardaya qui engage des poursuites contre moi? La question est là.
Donc c'est pour ça que je vous dis Salah Gherdaya, c'est particulier. Salah Dabouz, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, moi depuis tout à l'heure j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai découvert quelque chose d'assez, comment dire, d'assez révoltant, qui m'a mis en colère. Les doubables électroniques, les cyberbaltagias, ces gens les mercenaires de l'Internet sont en train de s'en donner à cœur joie et sont en train de faire passer l'assassinat politique de Kamal Din Fakhar Berhamou comme la mort d'un Mozabite. Alors, et vous entendez les deux sons de cloche, hein. Les gens qui sont du côté des Mozabites, qui disent « Ah, ils nous ont tué un des nôtres, ils ont tué, les Arabes ont tué un Mozabite. » Et les autres qui sont de l'autre côté, « Ah, ils ont tué, ils ont bien fait de tuer. » Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens, à l'instar, y compris de nous-mêmes, moi, à l'instant, je viens de présenter mes condoléances à la communauté mozabite. Et j'ai fait une grosse erreur. C'est au peuple algérien tout entier que je dois présenter mes condoléances. Est-ce que vous ne pensez pas que nous devons faire attention à ne pas sombrer dans ce genre de gros pièges qui sont en train de nous tendre? Écoutez, d'abord, il ne faut pas avoir peur pour dire que je présente mes condoléances à la communauté mozabite parce qu'elle existe, cette communauté. Moi, j'ai fait une déclaration ce matin, j'ai dit nous avons perdu un grand militant des droits de l'homme et un grand défenseur de la communauté mozabite parce que c'est ça la vérité. Il ne faut pas se cacher derrière les vérités. Nous avons une communauté mozabite qui subit un harcèlement par une autorité locale et peut-être même au niveau national parce que Fakhar a été arrêté suite à une réunion le 9 de réunion qui était tenue le 8 juillet 2015. J'en ai parlé ici plusieurs fois au plus haut sommet de l'État. Bouteflika, Ouihia, Sellel, Tartag et Gaïd Saleh s'étaient réunis ce jour-là. Ils avaient ordonné au procureur général de Gherdaya de procéder à l'arrestation de Fakhar et tous les activistes qui sont comme Fakhar, c'est-à-dire ceux qui faisaient partie du RGD, du FFS et des droits de l'homme. Alors qu'il y avait des criminels qui rôdaient. C'est clair, ils veulent réduire la communauté mozabite en une petite communauté conservatrice. Il ne faut pas avoir peur des mots. Voilà la situation, comment elle se présente. Maintenant, moi je suis fier d'être mozabite. Et ils ont tué aujourd'hui Fakhar, ils peuvent le tuer demain s'ils le veulent. Je descends ce soir pour signer mon contrôle judiciaire. Et s'ils veulent me tuer ou me liquider, j'ai aucun problème. Je n'accepte pas qu'une communauté soit mise à liquidation systématiquement par un pouvoir central et local. Et puis on me demande de chercher des mots un peu, diplomatiques. On est tous khawa. Il y a un problème ici en Algérie. On est en train de liquider les Mozabites. Ça, il faut le dire. Il faut le dire très fort. Nous sommes tous des citoyens algériens, mais nous avons le droit à la différence. Restez avec nous, Salah Dabouz continue ce tour de micro sur l'assassinat politique de Kamal Din Fakhar avec nos autres invités, puis nous aborderons le second volet de l'émission. Avec nous, Sassi Belgat, économiste, enseignant, chercheur. Sassi Belgat, merci d'être des nôtres. Merci, Khoya Jamal. Alors, Sassi, donc voilà, je vous laisse nous dire votre sentiment sur cet assassinat politique. Oui, c'est triste. C'est révoltant. Inacceptable. Qu'en 2019, 57 ans après l'indépendance, des militants des droits de l'homme, des militants tout court, des militants politiques, quelles que soient leurs opinions, meurent pour leurs idées. Et on les tue. C'est un assassinat, il faut le dire. D'abord, permettez-moi de m'incliner devant... Vous savez, c'est dur, je sais. C'est dur de l'accepter, c'est dur. Que je m'incline devant sa mémoire. Est-ce que vous voulez que je revienne
Vous voulez que je revienne à vous après? Non, ça ira. Ne vous en faites pas. Je comprends votre émotion, je comprends. Vous savez, moi je ne l'ai pas connu, mais j'étais solidaire dans mon petit coin, à continuer un peu ce combat pour la démocratie, ce combat pour que l'Algérie sorte de cette, si vous voulez, de ce piège dans lequel nous y sommes depuis très très longtemps, depuis l'indépendance en vérité. Et encore une fois, toutes mes condoléances à sa famille, à ses enfants bien sûr, au peuple algérien et bien entendu à la communauté mozabite, dont je m'honore d'avoir beaucoup d'amis dans cette communauté, des gens qui veulent vivre en paix dans leur pays. Kamal Din Fakhar n'est pas seul. Vous savez, il y a encore un autre prisonnier politique, le Haj Rmoul, qui est sorti contre le 5e mandat. Il a été condamné à 6 mois de prison. Il est encore en prison. Ils l'ont transféré à Saïda, de Mascara à Saïda. Haj Rmoul, dont je rappelle qu'il a fait de la prison, il a été condamné à 6 mois de prison ferme parce qu'il a brandi un cadre contre le 5e mandat. Juste ça. Contre le 5e mandat, il est toujours en prison. Oui, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il est encore en prison. Un chômeur de son état, 2 enfants en bas âge. Vous savez, les conditions de vie ne sont pas terribles. Je connais un peu maintenant, j'ai eu ce privilège de connaître un peu sa famille, son père, de discuter avec lui, avec son père. Une famille honorable, comme beaucoup de familles algériennes. Vous savez, les Algériens, ils sont d'une lucidité et d'un courage extraordinaire. Et je sais que le peuple algérien va rendre hommage ce vendredi en continuant justement la lutte pour l'avènement de la démocratie. Sassi Balgat, avant de passer à l'invité suivant, comment faire à l'avenir pour éviter que de tels assassinats se produisent comme ça, comme si de rien n'était, en attendant le prochain, sans qu'il y ait plus de remous que ça? Vous savez, en politique, il y a un seul, le seul truc qu'on connaît aujourd'hui, c'est la mobilisation. La mobilisation la plus large, et nous y sommes maintenant dans cette mobilisation. Il faut qu'elle reste pacifique, fraternelle. Oui, oui, khawa. Mais khawa avec qui? Avec d'abord notre peuple, entre nous, entre toutes les composantes de ce pays. C'est ça, khawa. C'est pas khawa avec la Isaba, avec la mafia, avec quel que soit son truc, qu'elle soit militaire, civile, ou non, c'est khawa entre nous, c'est khawa le peuple. C'est khawa le peuple qui doit continuer. Restez avec nous, Sassi Balgat. D'accord. Moussaoud Boudiba, vous êtes avec nous? Moussaoud Boudiba. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du CNAPEST. Nous allons parler de la dernière réunion que vous avez tenue, de ce que vous pensez de la situation actuelle. Mais avant, j'aimerais que vous me donniez que vous disiez votre sentiment sur l'assassinat politique de Kamal Din Fakhar. Si vous permettez de parler en arabe ou non? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Bon, écoute, concernant Kamal Fakhar, c'est un militant des libertés, c'est un militant de l'état de droit. Donc pour nous, Kamal Fakhar, Allah yarhamou, حنايا ما كناش ننتظروا المفاجأة هذه اليوم. tous les Algériens كانوا مصدومين الصباح وحنا شفنا هذا الأمر هذايا اترافير لي ريزو سوسيو. دونك حنا نتمناو بريميرمون نترحموا عليه ونتمناو العائلة تاعو ربي يرزقهم الصبر وربي إن شاء الله يكون معاهم.
actuellement, نظن باللي لي زالجيريان اللي ناضوا لو 22 فيفري ناضوا اكوز دو سا اكوز تاع هذا التضييق اللي رانا نعيشوه اون الجيري سيرتو في مساله تاع لي ليبرتي. دونك نتمناو باللي هذا لو موفمون باسيفيك نتمناو ان شاء الله نوصلوا لالجيري اللي نحوسوا عليها، لالجيري دو دروا، لالجيري ديمقراطيك، لالجيري سوسيال اللي نحوسوا عليها كاع لي زالجيريان. نتمنى ان شاء الله هذه اللي توقف هذه الممارسات اللي يعيشوها لي زالجيريان والتضييق هذا اللي يعيشوه كاع لي ميليتون الجيري. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment pour l'autre sujet. Yamina Mghraoui est avec nous. Alors, Fatih Titouche, militant politique. Fatih Titouche qui est avec nous en Skype. Fatih Titouche. Bonjour Fatih, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Monsieur Benchounou, bonjour à tous les invités, à tous ceux qui nous regardent. Écoutez, d'abord, je voudrais bien présenter mes condoléances à la famille du militant des droits de l'homme et du militant tout court, en fait, Kameldin Fkhar. Mais aussi, je voudrais présenter des excuses, j'ai envie de dire, à sa famille pour ne pas avoir été assez impliqué, assez solidaire, pour ne pas avoir compris que, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir dans nos opinions, on a un ennemi commun, on a un régime qui ne nous ressemble en rien, un régime qui, lui, en fait, nous rassemble tous, quelles que soient nos divergences pour lui, nous sommes tous pareils, nous sommes des ennemis, nous sommes des menaces. Il n'hésite pas, c'est un régime mafieux. Un État dans lequel des hommes ou des femmes meurent pour leurs idées est un État voyou. On ne peut plus parler d'État à partir du moment où... Parce que des alertes ont été données, beaucoup d'alertes ont été données sur la gravité de l'état de santé de Kameldin Fkhar. Je crois que nous portons aussi une responsabilité parce que nous n'avons peut-être pas été... suffisamment mobilisé sur sa cause. Ça pourrait être à cause justement du mouvement révolutionnaire qui nous occupe aussi sur pas mal de points, mais les positions de principe, nous ne devons plus. Je crois que nous apprenons aujourd'hui, ou c'est une leçon pour nous aujourd'hui, pour nous ne plus laisser en fait ce genre de cas et pour être solidaires de toutes ces causes-là. On doit aussi poser comme préalable et on doit l'inscrire comme, j'allais dire, première revendication, la libération de tous les détenus politiques. Il y en a encore des détenus politiques en Algérie. Nous devons poser ça comme un préalable à ce régime-là qui aujourd'hui dit qu'il veut aller au dialogue, mais avant le dialogue, il faudra des signes clairs et parmi ces signes-là, c'est la libération de tous les détenus d'opinion et politique et l'abrogation de toutes les lois liberticides pour qu'il n'y ait plus prétexte à emprisonner des militants politiques pour Est-ce que vous m'entendez, Fatih Titouche? Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Ah, très bien. Alors, je voulais vous demander justement, avant de passer au sujet suivant, comment faire justement pour qu'un tel mouvement révolutionnaire, tel mouvement citoyen, puisse être utile aux gens qui sont opprimés, aux gens qui sont jetés en prison, incarcérés sans motif valable. Comment faire pour que... Parce que si on ne peut pas, avec 20 millions d'Algériens dans la rue, empêcher que de telles injustices se commettent, alors je ne vois pas comment on pourrait changer les choses. Comment faire pour nous organiser de façon à empêcher ce régime de nous tuer, tout simplement? Je crois qu'il faut commencer déjà par exprimer la solidarité, exprimer la nécessité en fait d'être solidaire avec des personnes qui sont mises en prison, quelles que soient nos divergences, quelles que soient, personne ne mérite de mourir, quelles que soient les idées qu'ils portent et quelle que soit la distance que nous pouvons avoir avec ces idées. Ça devrait être clair, nous devrons le dire tous. Tous les gens qui peuvent avoir une tribune, qui peuvent s'adresser à plusieurs concitoyens doivent expliquer que quelles que soient les divergences, il faut
être solidaire. Il y a un autre moyen aussi, je pense qu'il y a beaucoup qui ont fait l'appel à exprimer clairement notre indignation le vendredi lors de la marche. Je pense qu'il faudra le dire, il faudra le dénoncer, et ça pourrait être aussi le début d'une prise de conscience parce que il y a eu des abus, et assez souvent en fait il y a beaucoup d'Algériens qui ne vont pas dénoncer parce que ils se considèrent loin des idées de la personne qui est détenue. Mais voilà, si on n'est pas solidaire entre nous, eh ben notre jour arrivera. Restez avec nous. Nous n'arrivons pas à joindre Yamin Amraoui, malheureusement. Nous aurions voulu qu'elle nous donne qu'elle nous livre son sentiment sur cette grave dérive du régime, cet assassinat de notre compatriote Kemal El Fakhar. Et nous allons aborder le second sujet, Hassan Hirsch, qui est celui de la situation actuelle, de cet autre discours de monsieur le général Gaïd Saleh, de l'édito d'El Moujahid, qui dit exactement la même chose. Ils sont en train de se rendre compte un peu, ou ils font comme s'ils se rendaient compte que finalement il n'y aura pas d'élection. Mais comme ils ont laissé les choses pourrir et qu'ils ne trouvent aucune autre alternative, ils sont en train de nous jeter la patate chaude, de nous dire non, il faudrait que maintenant la société s'organise et qu'elle propose des choses. Sachant que dans leur esprit, c'est eux qui vont lancer quelque chose sur le rail et faire comme si c'était nous qui proposions. Alors, comment on va en sortir de ce cercle vicieux? C'est une excellente question. Jamal Din, si vous permettez, oui. Je reviens juste 30 secondes sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je pense que par rapport à cet assassinat de Kemal El Fakhar, il faudrait qu'on prenne conscience dans le mouvement populaire qu'on doit changer de paradigme. C'est-à-dire ne plus dire il n'y a pas de Kabyle, il n'y a pas de Wahrani, il n'y a pas de Mozabite, il n'y a pas. Mais au contraire, de dire oui, il y a des Wahrani, il y a des Mzabi, il y a des Qbaili, il y a des Chaoui, et nous sommes tous des Algériens. Je suis à 100% d'accord. Il faut changer. Ne pas nier l'existence de tout ça et dire que nous sommes des Algériens. Mais je précise quelque chose, Hassan. Oui. Jamais je n'ai nié ces différences. Bien sûr. Jamais je n'ai nié les spécificités. Non, je tiens à le préciser pour que les gens ne soient pas induits dans Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois profondément, bien sûr, profondément, à nos identités matricielles. Tout à fait. Et je ne me permettrai jamais de nier. Je ne parle pas de vous, bien évidemment. Mais sinon, je ne parle pas de vous. Je parle d'une façon générale. Oui. Parce on l'entend, vous-même, vous l'entendez dans les manifs, etc. De dire nous sommes tous des Algériens, il n'y a pas de Kabyle, il n'y a pas d'Oranais, il n'y a pas de Mzab, il n'y a pas. Au contraire, il y a des Mzab, il y a des Kabyles, il y a des Chaoui, il y a des Chinois, il y a des Wahrani, des Qsantini, Ouargli, etc., etc. Et nous sommes tous des Algériens. Donc, comme en France, il y a des Bretons, il y a des Normands, il y a des Corses, mais ils sont tous français. Partout dans le monde. Ouais. Maintenant, effectivement, revenons au deuxième sujet. Nous sommes tous toujours dans la même configuration. C'est-à-dire que le pouvoir est en train d'essayer des tromperies. Mais évidemment, les 20 millions d'Algériens qui sont dans la rue ne sont plus dupes. Je crois qu'ils sont sortis du statut de sujet au statut de citoyen. Et donc, ces citoyens-là, ils savent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est un changement radical. Parce que, regardons ce que dit l'article d'El Moujahid, qui est évidemment l'organe officiel du pouvoir en place. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les aspirations des citoyens, c'est des réformes profondes. Ben non, je suis désolé, les messieurs d'El Moujahid. Il ne veut pas des réformes profondes, il veut un changement radical. Il veut passer à une nouvelle république et non pas un rafistolage de ce qui existe. Il nous dit aussi qu'il est illusoire de s'attendre à un bouleversement radical d'un système aux commandes des affaires du pays depuis des décennies. Eh bien si, vous allez maintenant vous habituer au changement, y compris radical, même si... Et j'apporte de l'eau à votre moulin. Oui. Pour cette phrase. Oui.
Et il dit, et c'est pour cette raison que le changement ne sera que progressif. Voilà. Ça, on partira doucement, par petits bouts. Ça, ce sont les chimères, Ouais. je dis bien les chimères, les rêveries insensées des gens d'El Moudjahid qui sont au service de la Isaba. Et donc, ce n'est pas ce que dit la rue, et les Algériens ne sont pas dupes, ils sont conscients. Alors, Oui. je termine par juste deux choses. Ils disent qu'il doit y avoir dialogue entre les diverses parties. Ben, dialogue avec qui? Est-ce que c'est un dialogue avec la Isaba? Mais ils reconnaissent déjà qu'il y a des partis. Oui. Ils sont plus là, partie intégrante du peuple à accompagner Jusque-là, la ils sont révolution. les seuls, Ils sont etc. en train de dire entre diverses. Ça veut dire qu'ils se mettent en face. Absolument. Il y a clivage, il y a tranchée, il y a fossé. Absolument. D'accord. Et regardons leur vocabulaire, écoutons, c'est extrêmement, comment dire, significatif, vraiment un symptôme de ce qu'il y a exactement dans la tête des gens qui nous dirigent et de leurs valets et de leurs mercenaires de la plume. Ils disent qu'il faut créer un cadre pour de réelles garanties d'une rivalité honnête. C'est-à-dire que même des élections, même futures, ils parlent de rivalité. Ils nous voient comme des rivaux. Ils voient la rue algérienne, les 40 millions d'Algériens comme des rivaux et non pas comme des citoyens. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là à vouloir leur arracher la souveraineté. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça que je suis convaincu que ce vendredi sera encore beaucoup plus explosif, beaucoup plus grand. Et nous allons parler de ça, nous allons justement parler de ça. Si l'histoire contemporaine de l'Algérie. Si la contre-révolution n'a pas déjà commencé C'est ça, la à... contre-révolution. Nous allons en parler. C'est ce langage. Mohamed Dabouz, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez la situation? Franchement, Monsieur Jamel, moi, j'aimerais revenir sur l'autre sujet parce que j'ai à peine présenté mes condoléances. Allez-y. J'avais des choses à dire et je vais essayer d'être... Voilà. D'abord, comment dire, je suis dans un état où je ne peux pas vraiment développer une réflexion concernant la situation en Algérie. Ça mérite vraiment... Oui, mais je comprends voilà. parfaitement. Alors, je reviens donc au sujet de Kamel Dinfrar qui a été assassiné. Le mot que vous avez utilisé, que j'ai repris, et que Maître Dabouz l'a utilisé, que c'est Hassan Hirsch l'a utilisé, il n'est pas fortuit, ce n'est pas juste pour exprimer une colère, mais c'est pour qualifier un acte, parce qu'il s'agit effectivement d'un assassinat. Et les assassins, moi je donnerai deux noms, malheureusement on ne peut pas donner toute la liste, ils sont très nombreux. Moi je citerai le procureur général Mohamed Ben Salem et le wali de Taghdeit Azzdin Mchri et le général Gaïd Saleh. Et je passe sur les autres, il y a quand même, ils sont pas les seuls. Pourquoi le général Gaïd Saleh? Parce que Kamel Dinfrar est mort après plus de 55 jours de grève de la faim. Et donc il n'y a aucune... Là, il est en train de nous montrer que bon, il a jeté ce qu'il appelle lui, la mafia, en prison. Mais pourrez-vous dire, moi, c'est pas moi, la mafia, c'est la justice qui les a mis en prison. Ah, non, c'est pas vrai. Il y a un chef d'État qui s'appelle M. Ben Saleh. Moi, je suis le vice-ministre, même pas le ministre, je suis le vice-ministre de la Défense. Moi, j'ai rien à voir. Et la justice, pourquoi elle ne commence pas par Gaïd Saleh lui-même, qui est accusé par la rue? Dans l'édito de la revue El Jeish, il est dit que ceux qui disent que la justice obéit à l'instruction militaire sont des traîtres. Il n'est pas question de parler de ça. D'accord. Monsieur, attends. Juste ça. A appelé à la célérité de la justice. Ceux qui disent que la justice est sous les ordres sont des traîtres, et c'est tous les Algériens qui disent ça, donc il dit que les Algériens sont des traîtres. Voilà. Toute l'Algérie qui dit ça. Moi, je vous dis ce qu'il pourrait vous rétorquer. Il vous dit, moi, je n'ai rien à voir. Est-ce qu'il y a un Algérien, en dehors de Gaïd Saleh et de ce Ben Salem et Mchri, enfin ceux qui manipulent la justice, en dehors de ce groupe-là, est-ce qu'il y a un Algérien qui dit que la justice algérienne est indépendante? Et ça, je vais vous sortir quelque chose de très gros. Oui. Si je vous disais, les procureurs généraux, Mohamed Ben Salem, ou le juge. Et c'est qui le juge d'instruction? J'ai pas son nom. Ces deux magistrats que vous avez cités. Si moi je vous disais, Khatem, c'est pas eux.
Vous allez me dire pourquoi? Allez-y. Voilà. Parce que la justice n'est pas libre. Parce qu'eux, ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas des magistrats. Ce sont des nervis qui ont un téléphone et qui attendent qu'il sonne. Ils leur disent libérez Khar, ils le libèrent dans la minute. Donc ils mettez-le en prison. Il a raison de dire que c'est ça. Donc ce ne sont pas des juges. Ce ne sont pas des magistrats. Oui, mais quand il y a un crime, il y a celui qui exécute qui est criminel, celui qui commandite, et celui qui n'assiste pas à la personne en danger. Tout ce monde-là, ils sont d'ailleurs frères. Parmi les accusations, il y a des accusations de complicité. Donc, à des crimes que d'autres auraient commis, que frère serait complice. Et c'est le même juge-là qui accuse de complicité beaucoup d'autres. Donc, il est complice, au moins, au minimum. Donc vous accusez publiquement... J'accuse publiquement Mohamed Ben Salem et Azdine Mchri, et je dirais que je leur promets qu'on va les poursuivre devant une justice internationale, devant une justice à compétence universelle. Et ça, c'est une promesse. Vous savez très bien que ce n'est pas facile de mener de telles actions, mais ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on va le faire. Pourquoi vous ne saisissez pas ce club de la magistrature qui est en train de s'ériger, qui est en train de condamner la corruption au sein de la magistrature? Ce club de la magistrature, il ne m'a pas encore convaincu parce que nous avons posté une lettre ouverte. Hicham Bahmida, qui devait être là, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore arrivé, et moi, nous l'avons posté sur nos pages Facebook, sur la page d'Izmoulen, en faisant un appel à ce club de magistrats. Il n'y a aucune réponse de leur part, justement, en leur disant attention, il y a des militants, Frère Kamaldin, il y a Babenjer Mohamed, il y a Ouf Brahim, faites un geste justement pour prouver que vous êtes effectivement indépendant. Il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un mort. Peut-être que demain, on va parler d'un deuxième mort, Ouf Brahim, parce qu'il n'est pas lui aussi, il est dans une situation très critique. Est-ce qu'on va attendre qu'il meure aussi pour qu'il y ait une solidarité, que je salue d'ailleurs, que je salue. Mais est-ce qu'on a besoin d'une solidarité uniquement après la mort? Ou bien il faut que ça soit... Je vous pose une question, monsieur Jamel. Si cette solidarité-là, enfin moi, depuis ce matin, je recevais des appels téléphoniques et tout ça. Si cette solidarité s'était exprimée il y a une semaine de ça, peut-être Frère Kamaldin serait encore en vie, peut-être Ouf Brahim serait chez lui, peut-être les autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls. D'abord, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas le premier prisonnier d'opinion qui meurt en prison, il y en a plusieurs. Moi, je vais citer quelques noms, mais je sais qu'il y en a des dizaines. Je cite les noms que je connais. Je commence par Mohamed Tamel, le journaliste, dans pratiquement des conditions similaires à celles de Frère. Absolument. Suite à une grève de la faim, à une maltraitance et à une indifférence totale de l'appareil judiciaire, je ne sais pas, en tout cas sa famille, ils ont condamné un assassinat qui n'a pas été pris au sérieux à l'époque. Il y a Issa Ben Cheikh, Afari Baouchi, Saleh Gdouh. 3 détenus politiques mozabites qui sont morts entre 2016 et 2017 dans les prisons. Ces 3-là, ils sont morts suite à la torture. Et après la torture, ils n'ont pas été pris en charge médicalement. Il y a, je remonte un peu plus loin, un jeune Saoudi, c'est toujours ces Mozabites-là, je suis en train de parler de la situation des Mozabites, mais on peut aussi parler de la situation de tous les Algériens. Oui, je n'ai pas tous les noms, j'ai pas. En effet. Jeune Saoudi qui a été victime de la torture, il est mort en 1992 dans des situations analogues. Sachant qu'en 92, il y a certains qui sont toujours en poste actuellement, ils étaient en poste à l'époque. Mohamed Dabouz, si nous devions faire la comptabilité macabre des œuvres de ce régime, dans toute l'Algérie, pas seulement dans le Mzab, ce sont des millions de gens. Oui, mais... ce sont des millions. Il a tué des millions de gens. Il a persécuté, il a opprimé. Je suis d'accord avec vous, mais c'est comme je sais pas moi, c'est comme la peinture. Il y a parfois on met une couche ou 2 couches. Pour les Mozabites, ils ont 2 couches de toutes les façons. Ils ont la couche de la répression qui concerne tous les Algériens. Ils ont une 2e couche parce qu'ils sont Mozabites. Ça, il ne faut pas le cacher. Et ils ont une 3e couche parce qu'ils sont ibadites. Ils sont ibadites. Voilà. Donc, je ne dis pas que les Algériens vivent en paradis et les Mozabites sont je voulais juste relever... Je dis qu'ils sont réprimés un peu plus que les autres.
Pas individuellement, mais en tant que communauté. Oui, l'idéal serait d'obtenir l'avènement d'une république où tous les citoyens seraient traités de la façon la plus digne et la plus légale. Mais sinon, moi, je voulais vous demander quelque chose. Je voudrais juste... Mais allez-y, il faut faire un peu vite parce qu'on doit tourner. Je vais essayer d'aller vite. Hein. Alors, je voudrais dire que Kamel Din Fakhar a été arrêté avec un groupe. Oui. Je vais citer Haj Brahim Ouf, qui était en garde de la faim, qui a arrêté la garde de la faim juste quand Kamel Din Fakhar est tombé, disons, en coma, je pense. Oui. Donc, par solidarité, il a suspendu sa garde de la faim. Il y a Bahmed Lassakar, un autre militant, tous ceux-là sont des militants. Il y a Nordin Tishabet, il y a Idriss Khayat, il y en a d'autres que je ne veux pas donner sont sous contrôle judiciaire, je ne veux pas donner leur nom. Il nous reste plus beaucoup de temps. Je suis obligé de vous interrompre. Je voulais juste vous faire une remarque. C'est que je me rappelle qu'Ali Fodé, le directeur du journal et de la télé Choroq, quand il a été arrêté par un procureur sur instruction de l'autre camp, M. Gaïd Salah est intervenu. Tout de suite, il est sorti d'une réunion, il a donné un coup de fil, libérez-le. Chose qu'il n'a pas faite malheureusement Kamel Din Fakhar. Nous allons donc revenir à Fatih Titouche. Non, ça c'est Balgat. Ça c'est Balgat au sujet de ce qui se passe en ce moment, de ce message de M. Ahmed Gaïd Salah, de l'éditorial d'El Moujad, qui est à peu près la même chose, du même tonneau. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que nous concorde, encore une fois, ce régime qui semble ne plus trouver ses repères? Non, en vérité, ils sont dans une impasse, dans un truc, ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un peuple qui crie liberté, qui veut récupérer son État? C'est des millions tous les vendredis, c'est des milliers d'étudiants tous les mardis. C'est Balgat, excusez-moi, vous avez un poste de télé à côté, je crois, il faut faut le diminuer le son. Ouais. D'accord, c'est votre... un retour d'écho. Oui, je vais le faire, D'accord. Oui. Oui, alors? Oui, c'est bon. Donc je dis... qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un mouvement aussi puissant? Il est déterminé, calme, il le fait calmement, avec beaucoup d'intelligence, très peu d'erreurs, sinon pas d'erreurs. Bon, effectivement, ça peut arriver, quelques énervements, mais en vérité, ça se passe comme... vous savez, jamais un mouvement dans... Je ne sais pas s'il y en a... On a connu, le monde a connu un mouvement aussi puissant et pareil. Mais ça, c'est Balgat. Il semble que la contre-révolution soit en marche. Aujourd'hui, au niveau du peuple qui est dans la rue, il n'y a pas de doute. Le peuple ne doute pas de lui-même. Par contre, dans certains milieux intellectuels, dans certains milieux des réseaux sociaux, nous assistons un peu à comme des questionnements, des hésitations. Il y en a même qui carrément sont en train de nous dire que M. Ahmed Gaïd Salah est le Messie attendu, qu'il est en train d'assouvir les plus vieilles rancœurs du peuple algérien en mettant en prison les plus exécrés parmi les barons du régime, qu'il est peut-être l'homme providentiel. Qu'est-ce qui se passe, cette contre-révolution? Mais le système, enfin le pouvoir, il avait, avant le 22 février, il contrôlait une partie de la population. Évaluée en tous les cas, il y avait pas moins de 2 millions d'Algériens qui émargeaient. Donc ils recevaient en contrepartie un petit salaire, un petit complément. Et toute cette partie, elle ne s'est pas dissoute. Elle est encore là. Il faut bien qu'elle fasse le travail pour lequel elle est payée. Donc moi, la contre-révolution dont on parle, elle ne m'effraie pas.
Elle ne le fait pas, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses, c'est ça une révolution comme la nôtre. Elle ne peut pas se faire sans l'autre camp. Et il ira à l'autre camp, il est en train, donc il nous a piégés avant de partir. Bon, déjà le président, l'ex-président Bouteflika, a mis un certain nombre de mines, il a miné le pays, et il fallait zigzaguer entre un champ de mines pour que ça n'éclate pas. Bon, Dieu merci, on est sorti indemne. Le 4 juillet, bye bye, il n'y a plus le 4 juillet. Maintenant, il nous parle de la transition. Mais nous y sommes déjà dans la transition. Mais la transition, Ahmed Gaïd Saleh rejette la transition. Au moment où il parle de dialogue et au moment où il dit le changement ne sera que progressif. Ça, ne vous attendez pas à ce qu'on parte du jour au lendemain. Où est dire que des fois, donc, on peut être à la limite, on peut dire, bon, là-dessus, on peut être d'accord. Mais pas forcément le calcul que nous faisons, que Kalari est en train de faire. Donc, il y a, si vous voulez, il y a une feuille de route. Ce mouvement n'est pas un mouvement d'une spontanéité totale. Il y a une organisation, il est organisé, il est réfléchi, il est conséquent. Il a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est pas la Deuxième République. Qu'est-ce qui nous a encore embourbé dans cette Deuxième République? C'est tout simplement la refondation de l'État national. Le peuple redevient souverain, maître de son destin. Et là tout finit dans cette formule. Et à partir de ce moment où on est d'accord là-dessus, on peut régler les questions juridiques en un quart d'heure. Ça se règle. On a des juristes, on a des compétences, et on peut écrire tous les textes qu'on veut, et en un temps record. Et restez avec nous, Sassi Belkacem, jusqu'à la fin de l'émission. Fatih Titouche, vous êtes toujours avec nous? Nous avons perdu Messoud Boudiba. Au moment où Gaïd Saleh fait tirer à boulet rouge par la revue El Jeish dans ses discours, par Al Moujahid, il fait tirer à boulet rouge sur quiconque parle de transition, sur quiconque parle de Tarhlouga. Il parle d'une autre Algérie qui serait, elle, de son côté, qu'il appelle les Algériens fidèles à leur patrie. Voyez-vous? Donc ceux qui sont d'accord avec Ahmed Gaïd Saleh sont des Algériens fidèles à leur patrie. Les autres, c'est de la chair à canon qu'il donne en pâture à la revue El Jeish, El Moujahid, l'édito et ses discours. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire vraiment? Comment voit-il la suite des événements? Lui qui tenait sans en démordre aux élections et aux seules élections du 4 juillet, dont tout le monde sait qu'elles sont impraticables. Moi, je pense que les déclarations, les mots changent, les déclarations changent d'habit, mais le fond est le même et l'état d'esprit est le même. Ils ne veulent pas lâcher, ils magouillent, ils usent de toutes les ruses, ils usent de tous les moyens, c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois avoir un discours où ils sous-entendent qu'il pourrait y avoir un dialogue et une période de transition, mais en sous-main, ils recrutent des Baltagia, y compris de pays étrangers, pour infester les réseaux sociaux. Ils créent des crises pour essayer de diviser là où c'est possible de diviser. Ils font absolument tout pour faire avorter notre révolution. Et donc, du coup, là-dessus, par contre, il faudrait qu'on reste lucide. Nous nous battons quand même contre un régime qui est là depuis 1962, un régime militaire, policier, avec une façade civile qui, certes, elle s'est effondrée. Mais je voudrais juste rappeler que un détail qui me paraît, moi, assez important, c'est que ce régime, les visages de ce régime ont changé, y compris les militaires. C'est-à-dire que les militaires qui tenaient le pouvoir en 1962
et les militaires qui tiennent le pouvoir aujourd'hui ou dans les années 70 ou dans les années 80 ont changé. Même les véritables détenteurs du pouvoir ont changé, c'est-à-dire qu'ils ont réussi au final à installer un système, un véritable système qui reproduit, contrairement à ce qu'on peut penser, il se reproduit. Beaucoup d'exemples, je pourrais citer beaucoup d'exemples de cette reproduction. Par exemple, pour reproduire ou pour renouveler la façade, il est simple de la reproduire quand on a des lois, par exemple, sur les partis politiques qui obligent à demander un agrément ou à quémander un agrément au ministère de l'Intérieur. Et donc, du coup, on a la garantie d'avoir des partis qui vont soutenir le programme du président. Quand on nomme les recteurs d'université, on a la garantie d'avoir des recteurs d'université qui vont contrôler les étudiants et toute activité politique au sein de l'université. Quand on a des lois, par exemple, quand on a l'ANEM et comment on gère la publicité dans les médias, on a la garantie aussi d'avoir des médias à notre merci et de recruter de nouveaux médias qui voudraient rentrer dans ce système. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a réellement une contre-révolution en marche? J'en veux pour preuve tous ces messages qui sont diffusés un peu partout sur les réseaux sociaux, qui sont en train de qualifier non moins de rien que de traîtres tous ceux qui dénoncent Ahmed Gaïd Saleh ou qui dénoncent le pouvoir militaire, qui est le seul pouvoir en réalité. Il n'y a pas un autre en Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une curieuse, comment dirais-je, coïncidence avec la contre-révolution à une échelle plus large, celle des Émirats et de l'Arabie Saoudite, dont une militante politique, l'activiste yéménite Tawakkol Karman, prix Nobel de la paix 2011, a accusé ces deux pays de vouloir absolument déstabiliser l'Algérie, la révolution algérienne, le mouvement citoyen actuel. Et elle a même dit que de gros moyens allaient être mis en action pour déstabiliser le peuple algérien. Et plus que ça, nous apprenons que lors de la prochaine Ligue des pays arabes, l'Arabie Saoudite va se proposer, écoutez bien, va se proposer d'investir en Algérie 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, juste pour casser la révolution algérienne. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça pourrait avoir de l'effet sur ce formidable sursaut des Algériens, aussi nombreux soient-ils, 20 millions, mais autant de moyens mis au service de la subversion et de la contre-révolution. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait avoir des effets? Je suis peut-être naïf, ou du moins moi j'ai appris quelque chose en politique, c'est que on peut perdre, enfin la chose contre laquelle il faut se battre en premier, c'est le sentiment de fatalité. Il n'y a pas de déterminisme en politique et il n'y a pas de fatalité. Je pense que la contre-révolution va avec la révolution. Il n'y a jamais eu de révolution sans contre-révolution. Par contre, de notre côté, nous devons réfléchir à tout. Nous ne devons pas, par exemple, quand on reprend l'édito de Moudjahed et quand il nous parle justement il est illusoire de penser qu'il pourrait y avoir un changement radical, ou quand on nous parle d'une période de transition courte. Pourquoi, en fait, j'ai rappelé la nature du régime et j'allais aussi rappeler la nature de nos objectifs. Nos objectifs, c'est un changement de régime. Et pour changer le régime, en fait, on pourrait se tromper assez facilement si on se focalise sur les personnes. Parce qu'il faudra tuer les mécaniques, il faudra tuer en fait ces outils-là qui reproduisent les personnes. Et ces outils-là, c'est la refondation de ces institutions. Il faudra qu'on focalise sur cet aspect-là de contre-pouvoir. Il faut construire des contre-pouvoirs. Il est temps maintenant, par exemple, pour les Algériens d'adhérer en masse à tous les syndicats autonomes, à tous les syndicats qui se sont battus, dans les organisations qui se battent. C'est cela qui sera salvateur pour notre révolution. C'est cela qui pourrait nous protéger. Merci, Fatah Tito. Je suis obligé de vous interrompre. Je m'excuse. Nous venons d'être rejoints par un autre invité
Sofiane Djilali. Nous allons faire un dernier tour de micro. Sofiane Djilali, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est Jamal, surtout en ces moments très pénibles pour nous. Et le décès ou l'assassinat de Kamaldine Fakhar. Bien entendu, toutes mes condoléances à la famille de Fakhar. Nous avons été bouleversés et choqués encore une fois par un assassinat en fait d'un détenu d'opinion, d'autant plus qu'il a été détenu de façon totalement injuste. Il n'a été jugé sur rien, son dossier semble-t-il est complètement vide. J'ai suivi avec attention les interventions de Maître Salah Debbouz. Je connaissais personnellement Kamaldine Fakhar, que j'avais rencontré à Gherdaya même. C'est terrible ce qui se passe. Malheureusement, la liste de ces assassinats en prison pour opinion est trop longue. Cette liste est trop longue. Alors, très vite, Sofiane Djilali, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, qu'est-ce que vous pensez de ces dernières sorties de Ahmed Gaïd Saleh, de l'édito d'Al Moujahid, qui revient à peu près au même? Bon, vous savez très bien que l'édito d'Al Moujahid, ce n'est que l'opinion qui fonctionne à l'intérieur du pouvoir. Je pense que, sincèrement, l'institution militaire se trouve maintenant à la croisée des chemins. À l'évidence, Gaïd Saleh ne s'attendait absolument pas au mouvement du 22 février, ne l'avait pas anticipé, ce qui est d'ailleurs assez étonnant vu la puissance du renseignement militaire. Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas perçu, qu'il ne l'ait pas compris? Ensuite, il avait essayé de résister et en fin de compte, il a préféré se délester du régime politique que représentait Bouteflika, en essayant de sauver d'abord sa peau et ensuite de se poser comme un peu le sauveur de l'État algérien. Parce que nous entrons là maintenant dans une phase extrêmement dangereuse, extrêmement sensible. Les Algériens sont révoltés, ne supportent plus ce pouvoir et en même temps on ne peut pas tout faire tomber d'un seul coup. Il est évident que faire partir le régime ne doit pas signifier faire tomber l'État algérien. Et là, il faut vraiment une chirurgie très délicate pour faire la différence. Mais, Sofiane Djilali, au moment où la contre-révolution entre en force dans le champ politique, essayant d'influer sur les événements, dans le même temps, curieusement, il y a une montée en force, et quelle montée en force, des étudiants algériens qui jusque-là donnaient l'impression d'être totalement absents de la scène politique. Sincèrement, je crois que c'est la très grande surprise de ce mouvement. C'est cet engagement fabuleux des étudiants qu'on n'attendait pas en réalité. Personnellement, j'avais tenté de faire plusieurs fois des incursions chez les étudiants et ça, il y a toujours eu une forme d'apathie totale, d'inertie. Ils ne s'intéressaient pas du tout à ce qui était chose publique et encore moins à la politique. Et puis, d'un seul coup, on a l'impression que, comme si que les Algériens avaient subi comment dire, un truc maléfique. Je perds les mots. Et d'un seul coup, tout ça est parti magiquement. Donc, les étudiants sont en train de démontrer une puissance d'action extrêmement intéressante et en tout cas admirable. Et Gaïd Saleh, très vite, Sofiane Djilali, qui, dans le même temps où il dit être contre cette transition et contre tout changement trop rapide, qui ne peut être que progressif à son avis, dans le même temps, il appelle au dialogue. Avec qui? Oui, il appelle au dialogue. En fait, il faut comprendre qu'il a été sollicité de partout pour le dialogue. Chacun l'a mis devant ses responsabilités et d'ailleurs, par exemple, le trio avait directement demandé à ce que Gaïd Saleh, en tant que représentant de l'institution militaire, ouvre un dialogue sérieux avec l'opposition. Je pense qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, y arriver. On ne peut pas demander à l'institution militaire d'abdiquer et de s'en aller. Ça devient compliqué. Il faut qu'à un moment donné, un dialogue sérieux s'ouvre. Mais encore faut-il le baliser. Il faut savoir exactement où aller et surtout ne pas donner un chèque en blanc.
Mais à l'évidence, s'il refuse le terme transition, c'est pour ne pas perdre la face. Il est en train de reculer à chaque fois, à chaque action, il perd du terrain. Il voudrait essayer de garder au moins la face pour pouvoir passer le flambeau, parce que c'est de cela qu'il s'agit au final. Il faut que dans les quelques mois qui viennent, tout ce régime-là s'en aille. Encore une fois, ce qu'on avait dit depuis 2012, il faut aider le régime à s'en aller. Je crois que c'est vraiment le moment de les aider à s'en aller. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Salah Dabouz, un dernier mot sur les événements, sur ce qui se passe en ce moment. Écoutez, j'ai toujours eu du plaisir vendredi de venir défiler à Alger, malgré les contraintes que vous savez que je fais un contrat 3 fois par semaine. C'est un truc pour nous fixer à Salah Dabouz, je me permets de vous interrompre, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que ça peut être arrangé? Salah Dabouz? Alors, le dernier tour de micro, Mohamed Dabouz. Bon, moi, je voudrais quand même parler un peu de ce qui se passe en Algérie, de dire en bref que Gaïd Salah est un militaire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il s'occupe de la politique? Premièrement. Deuxièmement, qui a ramené Bouteflika et qui l'a soutenu depuis 1999 à ce jour? D'ailleurs, lui-même, je pense, si je ne me trompe pas, il était ou il est toujours ministre de la Défense depuis 2004. Vice-ministre. Vice-ministre d'un ministre qui n'existe pas. De la Défense depuis 2004. Oui, oui. Donc c'est lui qui a imposé Bouteflika pendant plusieurs mandats. Et aujourd'hui, il vient... Non, il a imposé un 4e mandat et il voulait l'imposer un 5e mandat avant de revenir. Oui, le 5e, il avait soutenu jusqu'à la fin. Donc, qu'il dégage. Ouais. Qu'il dégage avec tous ces crimes-là commis. Un militaire, c'est un militaire. Un militaire, il reçoit des ordres, il exécute, ou bien il donne des ordres. Il ne peut pas dialoguer, il ne peut pas raisonner comme un civil. Ce n'est pas un défaut, mais c'est une spécialité. Parce qu'il a la force ou parce qu'ils naissent comme ça, j'allais dire? C'est un choix, c'est un choix. Quand on choisit à jeune âge d'être militaire, on est formé dans ce sens. Et puis on est formaté. Formaté, et puis on acquiert des réflexes. Lui, il a 80 ans, il ne va pas changer, il ne va pas devenir d'un seul coup démocrate. Mais un militaire démocrate, je pense qu'un militaire, il est là pour donner des ordres ou recevoir des ordres. Lui, aujourd'hui, il doit recevoir des ordres. Il doit rentrer dans sa caserne. Il ne doit plus s'occuper de la politique. 30 secondes, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais lancer un appel à tous les Mozabites, au niveau national et au niveau du Mzab, à une grève générale. Le mot d'ordre a déjà été lancé sur Facebook, à suivre cet appel, accompagner des marches dans toutes les villes du Mzab. Et l'appel, bien sûr, en deuxième degré, à tous les Algériens de soutenir avec une grève ou bien un geste. Deuxièmement, il y a un rassemblement qu'on organise, Izmoulen, ici à Paris, à République, le vendredi, à partir de 17h. Le vendredi où? Ce vendredi, à la place de la République. Place de la République. À partir de 17h. Vendredi 31 mars. Et en ce moment aussi. En ce moment, il y a un autre rassemblement. En ce moment, à la place de la République, il y a un autre rassemblement. Ils sont en train de rendre hommage à Kamal Din Frah. Et merci pour l'invitation. Pas de quoi. Salah Dabouz, un dernier mot avant de donner le mot de la fin à Hassan Hersh. Oui. Bon, le dernier mot, je dirais que je sais que si la mobilisation reste avec cette énergie, nous finirons de changer le système comme on le veut, nous, pas comme il le veut, Gaïd Salah et les représentants du régime qui s'écoule. Je demande au peuple algérien de ne pas perdre patience. Nous avons tout le temps, la crise n'est pas chez le peuple, elle est au sein du régime. Le peuple est en train de s'épanouir. Si l'Algérie a été gouvernée sans président pendant plusieurs années, on peut continuer pendant plusieurs années encore, même s'il le faut, et il faut que ce régime parte. Il faut qu'on ait un État moderne. Merci Salah Dabouz. Hassan Hersh, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'en assassinant le docteur Kamal Din Frah, le pouvoir, en fait, veut assassiner l'Algérie nouvelle. Deuxième point, c'est que je suis très inquiet parce que depuis très longtemps, Gaïd Salah lui-même parle de la main étrangère. Or, précisément, justement, on l'a vu
le prix Nobel de la paix qui a lancé un cri de détresse. Absolument. On sait très bien que l'Arabie Saoudite a mis à genoux, a mis au pas Bahreïn, l'Égypte, Qatar, l'Iran, le Yémen, et qu'aujourd'hui, elle veut mettre à genoux l'Algérie. Et qu'elle a déversé des milliards et des milliards de dollars pour soutenir des régimes, justement, qui lui sont favorables. Et qu'elle a aussi proposé d'acheter pour, je me souviens plus, 300 milliards de dollars, un peu plus, 300 milliards de dollars, Jamaldine, pour acheter des armes américaines pour taire l'affaire du journaliste qui a été assassiné au consulat saoudien. 300 milliards de dollars. 300 milliards d'armement. Donc, si elle propose aujourd'hui 200 milliards à l'Algérie, c'est pour mettre au pas le peuple algérien. Parce que la révolution algérienne menace à ce point les intérêts saoudiens et émiratis, parce qu'ils risquent d'avoir un effet de contagion sur nos amis égyptiens. Vous savez, tout peuple qui se libère, cette liberté déteint forcément comme un jeu de domino, déteint sur les autres pays. Et le peuple saoudien, pays démocrates dans la région. Vous savez, le peuple saoudien subit la même répression. Aujourd'hui, des militants et des militantes saoudiennes sont en prison. Oui. Aujourd'hui, des millions de Saoudiens doivent se taire parce que il y a le régime de la monarchie qui les fait taire, qui les met en prison. Qui les fait décapiter en place publique. Absolument. Donc, effectivement, il y a... Et dans les ambassades, qui les passent à l'acide. Oui. Donc, il y a effectivement cette peur de contagion. Imaginez le peuple algérien qui a toujours été quand même un symbole de la libération des peuples. Imaginez qu'aujourd'hui, il se libère à nouveau comme il l'a fait en 1962, la vague que ça peut avoir à l'échelle mondiale, et à commencer justement dans les pays musulmans. Et donc, ce que je crains, moi, c'est qu'effectivement, cette main étrangère de l'Arabie Saoudite et des Émirats, encore une fois, j'insiste, ils l'ont fait déjà. Ils l'ont fait sur le Qatar, ils l'ont fait sur Bahreïn, ils l'ont fait sur le Yémen, ils l'ont fait sur l'Égypte. Et ils veulent le faire sur le Soudan. Haftar, le général Haftar. Et ils le font, effectivement, par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le soutien à Sisi. En Libye. Le soutien à Sisi. Absolument, le soutien à Sisi, le soutien au général Omar Haftar en Libye. À toute la réaction d'où qu'elle vienne. C'est ça la contre-révolution dont vous parliez tout à l'heure. Absolument. Donc ça, les Algériens doivent le savoir. Milliards, vous imaginez à quel point ils ont peur en arriver à vouloir injecter 2 milliards dans un seul pays juste pour empêcher que sa révolution fasse une république. Oui, tout à fait. 200 milliards. 200 milliards de dollars. Ils l'ont fait. Que 2 milliards déjà, c'est beaucoup. Tellement que ça m'a... Alors, ils ont fait taire la France avec ça en lui achetant des armements pour des milliards de dollars. Ils ont fait taire le pays des droits de l'homme. Personnifié, Il n'y a que la Suède et l'Allemagne qui n'ont pas accepté ce jeu-là. Et encore une fois, tant mieux, mais il faut que ces pays-là interviennent aussi de la même façon sur l'Algérie. Donc l'espoir, il est très simple. La sortie des étudiants et la sortie du peuple algérien, et je pense, j'espère, et je sais que ça sera le cas, le peuple algérien, vendredi prochain, va encore montrer sa détermination à changer d'une façon radicale le système algérien jusqu'à ce qu'il lui soit favorable. Et je crois qu'on doit passer d'un système militaire à un système civil. C'est la seule chance pour que l'Algérie puisse avoir sa place dans le concert des nations. Et moi, j'en suis sûr que l'Algérie finira par avoir sa place. Et quelle place dans le concert des nations? Je suis sûr qu'elle va contribuer, que le peuple algérien va contribuer à apporter une note de fraîcheur dans ce mot tellement exécré de politique, parce qu'à l'avenir, Inch'Allah, la politique sera quelque chose de noble, quelque chose qui soit au service de l'homme et non pas à son détriment. Que l'État algérien soit au service de la société et non l'inverse. Que l'État algérien soit un véritable État, une véritable république, dont les membres sont élus dans toute transparence et en toute vérité. Et mon dernier mot, que l'assassinat de Kemal El Fakhar soit une leçon et soit un levier
pour que soit libéré le peuple algérien. Pour que plus jamais ce genre d'assassinat ne puisse se produire. J'aimerais dire deux choses. C'est que d'abord, quoi qu'il fasse, l'Algérie de demain ne sera plus jamais celle d'avant le 22 février. Ça, il n'y a plus de doute. Les Algériens savent qui ils sont aujourd'hui et qui ils ont à leur tête. Donc, plus jamais ce même régime ne pourra reproduire ce qu'il a déjà fait subir à ce pays. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, parce que c'est très important, c'est ce mot crise qu'on entend, y compris dans la bouche des militants pour l'avènement d'une nouvelle république. Mais nous ne sommes pas en crise. Nous sommes en révolution. Nous sommes en révolution. C'est le régime qui est en crise, Absolument. qui ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Nous sommes en révolution, comme vous venez de le dire si bien, Hassan Hirish, que je remercie, comme je remercie Mohamed Dabouz, Fatih Titouche, Sassi Balgat, Saoud Boudiba, Yamina Mghraoui, que nous n'avons pas pu joindre malheureusement, et Sofiane Jilali. Merci à vous, chers amis. Saha alaikum ba'd ftor, bqa ala khair, bislama.